Bonjour et bienvenue à toutes et à tous en cette nouvelle année 2024. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet vraiment passionnant lié aux neurosciences et à l'entrepreneuriat. Mais avant cela, j'ai le plaisir d'avoir notre chroniqueuse Isabelle avec nous. Bonjour Isabelle. Bonjour Nathalie, bonjour à tous. Je suis ravie de commencer cette nouvelle année avec vous. Et oui, en plus, on peut en profiter encore. On est encore dans le mois de janvier pour souhaiter donc une très très belle année à chacun des auditeurs et des auditrices. Alors justement, les neurosciences, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais c'est un sujet qui est passionnant parce qu'on peut retravailler nos habitudes, on peut changer nos habitudes, et dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment essentiel pour notamment dépasser des croyances limitantes, aller plus loin et pouvoir se développer et s'améliorer en fait, tout simplement. Alors pour ce faire, j'ai le plaisir d'avoir invité aujourd'hui Amina Kandji qui va nous rejoindre sur le plateau. Bonjour Nathalie. Bonjour Amina. Bonjour Amina. Alors je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur ce plateau pour un sujet qui va être vraiment passionnant et je pense qu'en plus beaucoup de personnes vont découvrir peut-être qu'est-ce que les neurosciences et comment ça peut nous aider à nous améliorer au quotidien. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que déjà tu peux te présenter auprès de tout le monde? Avec plaisir, et je suis également très très heureuse d'être ici, vraiment. Je m'appelle Amina Kandji, j'ai 49 ans. Et pour être presque dans le vif du sujet, concernant les neurosciences, j'ai découvert cette matière avec Florence Servan-Schreiber, parce que dans le parcours de formation pour devenir coach, je l'ai rencontrée, j'ai été initiée par cette personne à la psychologie positive, et la psychologie positive est une des branches des neurosciences. Et donc, je suis née à Madagascar, d'une maman malgache et d'un papa indien. Et on peut aussi presque dire qu'à partir du moment où il y a confrontation de deux cultures, peuvent naître une manière de voir les choses, un paradigme différent. Et de mon côté, un intérêt vraiment à décortiquer un petit peu... pas forcément le cerveau, je ne vais pas prétendre qu'à 7 ans et demi, j'étais très intéressée par le cerveau, mais par comment fonctionne en fait le monde, puisque je suis née dans un univers de Roméo et Juliette. Et puis en plus peut-être aussi les comportements des gens, les interactions entre les personnes, etc., pour essayer peut-être de mieux interagir avec elles. Oui, complètement. C'est pourquoi aujourd'hui, mes métiers principalement sont coach pro et perso, c'est-à-dire que j'accompagne aussi bien des particuliers que des collaborateurs, dirigeants, managers d'entreprise, et mentor. J'accompagne soit des jeunes entrepreneurs, soit des personnes en reconversion professionnelle qui ont dans ce cas plutôt entre 35 et 45 ans à mieux se connaître, à développer leur visibilité, à savoir mieux communiquer leur sujet, par exemple. En tout cas, oui, passionnant. Et puis moi, pour avoir utilisé, en tout cas, tes compétences professionnelles, ça m'a permis aussi, justement, de grandir sur un certain nombre de sujets. Merci. Alors, on parle beaucoup, justement, de neurosciences depuis quelques temps, depuis quelques années. Mais concrètement, en quoi ça consiste, les neurosciences ? Alors, quand on parle de neurosciences, effectivement, comme tu dis, c'est devenu à la mode. Juste parce que j'aime bien placer les choses dans leur contexte ou dans leur chronologie, les neurosciences, c'est né aux alentours des années 60 aux États-Unis. Et quand on dit neurosciences, derrière le rideau, il y a des chercheurs universitaires en général, qui vont aller chercher ce qu'il se passe dans le cerveau et quels sont les liens, les interactions entre cerveau, comportement. Donc souvent, ici, on parlera plutôt de neurosciences cognitives, c'est-à-dire en quoi les neurosciences vont servir à notre comportement et à nos pensées, probablement, je pense que c'est vers là que tu m'emmèneras. Mais il y a aussi les neurosciences dans différents domaines, dans le marketing, dans la vente, dans la santé, bien entendu. Et en quoi ça consiste ? Tous ces chercheurs, ils placent des électrodes sur notre cerveau et on voit la manière dont on se comporte en IRM, imagerie par résonance médicale, ou IRMF, médical fonctionnel. Et donc,
à travers ces électrodes que l'on pose, eh bien, on va poser des questions, par exemple, pour vérifier le niveau de peur. Voilà, si on met une araignée petite ou une grosse araignée, eh bien, le vert va se transformer en rouge ou pas, la rapidité à laquelle on réagit, etc. Voilà. Les neurosciences, c'est un peu tout ça. Et bien entendu, aujourd'hui, en tant que coach, eh bien, j'applique les neurosciences dans le coaching parce que je l'ai étudié auprès de l'Institut des neurosciences appliquées, basé à Levallois. Je suis diplômée de cette école. D'accord. Bon, en tout cas, ça a l'air effectivement passionnant. Et je pense que régulièrement, il doit y avoir des nouvelles découvertes aussi sur le fonctionnement du cerveau, parce que je pense qu'on ne connaît pas encore tout. Et puis même nous, au quotidien, on utilise finalement un petit pourcentage, très certainement, de nos capacités cérébrales. Oui. Alors, il y a une sorte de légende qui est apparue dans les années 70, qui nous indique qu'on n'utilise que 5% du potentiel de notre cerveau. C'est une forme de légende urbaine. Voilà, c'est un raccourci qu'un journaliste a fait en lisant un truc de 4 pages et il a voulu faire le buzz avec une ligne. Voilà, faites vos recherches après, les téléspectateurs, mais c'est un peu une légende. En revanche, oui, on n'utilise pas tout le potentiel de notre cerveau, ce qui est réel. Ok, en tout cas, merci beaucoup pour cet éclaircissement. Alors, justement, qu'est-ce que les neurosciences peuvent nous permettre à nous, alors plus spécifiquement aux femmes, mais aussi aux hommes d'ailleurs, et aux personnes qui entreprennent, justement d'améliorer ou peut-être de dépasser, et comment on pourrait le mettre en place si on veut justement s'améliorer au quotidien? Les termes que tu es en train d'évoquer peuvent s'apparenter à un terme aussi qui est très à la mode, qui s'appelle la reprogrammation du cerveau. Par rapport à cela, donc pareil, tout comme je vous ai dit, en réalité on utilise des potentiels, mais pas une histoire de 5%. On peut aussi reprogrammer, mais le terme est vaste, et j'aimerais bien, si tu le permets aussi, repartir sur les basiques, c'est-à-dire que si je pars de zéro, on va parler pour l'instant de mon cas personnel. Lorsque j'ai une... ce n'est pas du tout une phobie, mais une appréhension concernant les technologies numériques. Voilà. Il y a plein de choses que je sais faire et que j'adore faire, mais alors la technologie numérique, j'y vais plutôt à reculons. Comme ça, au moins... C'est clair. C'est clair, c'est posé. Eh bien, en 2012, lorsqu'avec mon compagnon, nous avions créé une société de bijoux, c'était l'ère... accent grave, c'était le moment pour nous de nous lancer quand même avec le digital, donc les réseaux sociaux, un site web, etc. Si l'on considère que Amina, en 2012, elle partait de zéro en termes de pensée concernant l'appétence, le lien, la sympathie avec le numérique, eh bien aujourd'hui, en 2023, de 0 à 100, je peux m'estimer à 50-55. Mais quelqu'un d'autre pourrait tout à fait dire « Oula, mais en fait, tu as bien évolué, moi je te verrais plutôt à 80 ». Et puis quelqu'un d'autre de beaucoup plus exigeant me verrait plutôt à 20. Donc, pour ce qui concerne justement l'apport apporté pour les neurosciences dans son évolution professionnelle ou personnelle, c'est très important de voir en fait d'où on part et de qui on est, et d'être doux avec les exigences des résultats. Et en l'occurrence, voilà, si je vous cite cet exemple-là, c'est pour vous dire que je n'ai pas reprogrammé mon cerveau à 100%. Quelque part, c'est juste une utopie de se dire qu'on va reprogrammer à 100%. Mais l'idée est de toujours démarrer, de se faire une auto-évaluation sur où j'en suis, sur une échelle de 0 à 100, et d'y aller petit à petit, et puis de se mettre à l'action. C'est quand même l'une des choses les plus essentielles qui est transmise par les neurosciences. Si tu veux un truc, tu tends le bras. C'est basique, mais c'est vrai. Oui, effectivement. Et c'est vrai que je reprends un peu ce que tu dis, mais essayer de s'évaluer aussi objectivement. Oui. Parce qu'on a tendance à être quand même assez dur avec nous-mêmes. Oui. Lorsque, par exemple, on n'arrive pas à faire quelque chose, ou lorsqu'on n'a pas d'appétence, comme toi, par exemple, pour le numérique, on a tendance un peu à dire « Ah, ben on est nul ou d'autres termes, alors qu'en fait, il faut regarder les faits objectivement. Bon, ben voilà, ok, je constate que le numérique,
c'est pas ma tasse de thé. Mhm. Et là, ça nous permet de nous mettre en action et de dire qu'est-ce que je peux faire Exact. pour améliorer ça et pour justement y aller, alors que c'est pas ma tasse de thé et j'en ai conscience, mais je me flagelle pas non plus Oui. en disant que je suis nulle ou que je suis la pire des personnes, etc. Parce qu'on a souvent tendance à être quand même pas très gentil avec nous-mêmes. Ah oui, absolument, tout à fait. Et sur cette notion d'objectivité, on peut aussi éventuellement ajouter de bien s'entourer. Enfin, souvent, on a près de nous des personnes, en fait. Il est essentiel de leur demander de ne pas être complaisantes avec nous, quand on est prêt à entendre la critique. Et en même temps, d'être quand même objective et sympathique quant à nos difficultés. Oui. Mais effectivement, il faut savoir recevoir parce que souvent, alors soit on va être très... pas très sympa avec nous, soit on va dire c'est pas de ma faute. Ouais. J'ai pas pu parce que, et là on va se trouver plein d'excuses Exact. en se faisant croire que en fait c'est l'extérieur qui fait qu'on peut pas agir, mais comme tu disais, si je veux quelque chose il faut que je tende le bras. Oui. Si je le tends pas, comme on dit, pas de bras, pas de chocolat. On sort des périodes de fête, je pense que tout le monde a eu son compte de chocolat, mais c'est un petit peu vrai en fait. Oui. On est finalement notre propre responsable Oui. de se mettre en action ou pas. Et Absolument. puis d'essayer de s'améliorer. Oui, tout à fait, Nathalie. Bon, en tout cas, merci pour toutes ces explications et puis ces exemples. En tant qu'entrepreneur, notamment, et plus spécifiquement, là, je m'adresse aux femmes entrepreneurs, Oui. parce que souvent, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance en soi, etc., je trouve que ce sont plus les femmes qui l'ont que les hommes. Je le constate aussi. Bon, comment en fait on peut exploiter justement ces connaissances en neurosciences ou peut-être aller se renseigner pour favoriser sa propre croissance personnelle et professionnelle et surtout dépasser des croyances limitantes qu'on a toutes, bien sûr. Oui. Alors, concernant les croyances limitantes, donc, c'est un terme qui revêt deux mots. J'ai aussi envie, mon côté pédagogue, j'ai très envie de partager auprès de vous la définition de ça. Parce que, évidemment, on doit être très réducteur. Quand on a une conversation, moi, je ne vais pas tenir les gens par la main en disant « là, tu vois, Nathalie, croyance égale, etc. » Mais là, j'ai l'occasion, donc c'est merveilleux. La notion de croyance, juste le mot « croyance » dans sa sémantique la plus neutre, c'est ce que je crois. C'est ce que je crois juste et vrai, mais à partir de mes lunettes, à partir de mon prisme. Et donc, la croyance, c'est quelque chose de bon en soi, à partir du moment où, alors, on va bien entendu retirer toute la notion de croyance en termes de religion, etc. On est dans la croyance personnelle sur le développement professionnel. Donc, toutes mes croyances, ce sont mes vérités qui ont été acquises, confirmées, à partir de mon éducation, de mon environnement, de ma culture. Voilà, depuis que je suis née, eh bien, j'ai engrangé des croyances. Après, il y a une opposition entre croyances limitantes et croyances aidantes. C'est-à-dire que nous avons tous des croyances en permanence, évidemment. Je crois qu'il est bon de se brosser les dents, eh bien, grand bien nous fasse. Voilà. Mais je crois, je t'ai entendu dire tout à l'heure, je suis nulle ou je n'ai pas la capacité. Oui. Là, ce sont des croyances limitantes. Et donc, sur ce plan-là, on va faire le focus sur les croyances limitantes, mais c'est important quand même que les téléspectateurs qui nous écoutent comprennent qu'ils n'ont pas que des croyances limitantes. On n'est pas des croyances limitantes sur pattes. C'est un petit peu le sentiment que j'ai quand je lis des choses dans les magazines ou des articles où j'ai le sentiment qu'on plombe, qu'on charge les individus de ces croyances limitantes. En fait, on met toujours en avant le côté négatif, mais on a aussi des croyances qui nous permettent de nous dépasser, heureusement. Et donc, un entrepreneur, par exemple, on va prendre l'exemple d'un entrepreneur qui a 2 ans d'exercice, ça fonctionne très bien. Si elle en est arrivée à 2 ans d'exercice, c'est qu'évidemment, il y a des croyances aidantes ou ce qu'on appelle aussi des croyances ressources qui existent en elle. C'est qu'elle a la capacité de gérer la comptabilité, le chiffre d'affaires, la vente, etc. Et là, en l'occurrence, par rapport à la question, quand tu me demandes de soulever une croyance limitante, si on prend l'exemple de cet entrepreneur qui a besoin de développer son réseau et qui pense qu'il y a la croyance selon laquelle elle ne sait pas aborder les gens, qu'elle n'a pas de conversation, ou bien qu'elle ne sait tout simplement pas développer un réseau, là, effectivement, en neurosciences, que ce soit en psychologie ou en coaching dans mon cas, en fait, l'idée, c'est qu'elle puisse mettre des mots.
On dit souvent qu'à partir du moment où on a trouvé le diagnostic, on est déjà sur le chemin de l'évolution. C'est vrai. Donc si elle arrive à mettre des mots dessus, en ayant une conversation avec un thérapeute, un bon accompagnant, on pourrait trouver l'origine de cette croyance. À partir du moment où elle lève le voile de cette origine, elle peut se dire « Ok, ça y est, j'ai compris, Amina. En fait, j'ai une croyance qui est née du fait que j'étais la dernière, par exemple, d'une famille de 5. Eh bien, j'étais celle qui n'avait pas le droit à la parole, j'étais celle qui devait agir, mais pas forcément dire les choses, etc. » Donc, à partir du moment où les choses ressurgissent, il y a déjà un allègement qui se fait. Et ensuite, s'appuyer toujours sur ses croyances ressources, c'est ce que je disais. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux opposés. À partir du moment où une croyance nous limite, elle nous fige, elle nous rend statiques. Il faut se dire qu'il y a des choses que l'on sait faire, de l'autre côté, qui nous rendent dynamiques, qui nous défigent, qui nous mettent à l'opposé. Eh bien, se poser la question de ce qui nous met en joie, ce qui aussi peut nous mouvoir, nous faire mettre en action, pour petit à petit avancer vers cette fameuse croyance limitante et la transformer en croyance ressource. Un exemple très concret. Je n'ose pas aller vers les gens parce que je pense que je n'ai pas de conversation. Ok, bon, si tu as réussi à avoir ta société pendant 2 ans, c'est que tu as bien pu avoir de la conversation auprès des prospects, etc. Qu'est-ce qui te met en joie? Qu'est-ce qui fait? Quel est ton moteur? Par quoi tu commences? Oh ben, je m'intéresse énormément aux gens, mais j'ai l'impression que m'intéresser aux gens, c'est interdit. Non, continue comme ça. Eh bien, intéresse-toi aux gens. Avoir de la conversation, c'est pas forcément poser des questions, mais c'est juste s'intéresser à ce qui est en ce moment. Voilà, ce plateau est très joli. En combien de temps est-ce que vous mettez les choses en place, etc. Juste poser des petites questions, et puis petit à petit, ça peut rouler. Et donc, ça augmente aussi la confiance en soi, qui est la capacité, en fait, à s'aimer un petit peu plus. En tout cas, c'est très joli. Et puis, les exemples sont aussi très, très parlants. Merci beaucoup. Dans le quotidien, est-ce que tu as justement des petites astuces qu'on pourrait mettre en place chaque jour pour travailler un peu tous ces points-là et nous améliorer au quotidien? Bien sûr. Alors, la première astuce, vous l'avez certainement compris, c'est que je suis une coach plutôt d'action et de terrain. C'est-à-dire qu'on a un temps pour considérer que ça ne va pas. On a un temps, évidemment, pour considérer qu'on a tous les défauts du monde ou autre. Mais il y a un temps pour y aller. Et une astuce qui ne vient pas de moi, je ne retrouve pas le nom de cet auteur, pardon, mais qui consiste à faire un compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 1, j'y vais. Et on y va. Il n'y a pas de 0, j'y vais, point. Parce que on a beau tergiverser. Parfois, j'ai des coachés qui évoquent et qui reviennent avec la même problématique. Désolée, mais à un moment, on est des êtres humains. Et ça fait partie des neurosciences. C'est-à-dire que continuer de se complaire dans le négatif, de toute façon, on va le nourrir. Alors que là, je ne suis pas en train de parler de se complaire dans le positif, de se décomplaire, mais juste de se pousser à l'action. À partir du moment où on fait le compte à rebours, on se lève, on fait une chose, on se dit que ça va durer 3 minutes ou 5 minutes grand max, je fais la chose, je me mets en action. Le cerveau adore le passage à l'action, vraiment. Plus on fera des toutes petites choses, donc par exemple, surtout reprenons l'exemple de cette femme, si elle se dit, ok, dans mon agenda, quoi? Un prochain rendez-vous en networking. Quand? Idéalement la semaine prochaine. Où? Bon, moi j'ai la date, voilà. Si on... Et je ne me trouve pas d'excuses à la dernière minute pour quand même y aller. Aussi, bien sûr, Nathalie, absolument. Parce que là, on peut être très très forte du genre, ah non, mais en fait, j'ai mon fiston qui est un petit peu malade, alors je vais rester même si papa est là et qui peut très bien gérer. Tout à fait. Ou j'ai eu un imprévu avec un autre client, donc c'est pas le moment d'y aller. Complètement. On peut trouver des excuses. L'entourage, la partie prenante. Les parties prenantes sont essentielles aussi dans notre entourage. On n'est rien tout seul en réalité. Et donc voilà, donc effectivement, hop, on met le chrono, on pose l'agenda, on se prépare, quitte à justement s'assurer de connaître 2-3 petites choses par rapport à l'environnement. Enfin, tout est préparation de toute façon, et on se lance. C'est la première astuce. Elle peut paraître bateau, mais je suis désolée, en fait, si c'est pas fait. C'est que, je dirais pas qu'on y a mis de la mauvaise volonté, mais que justement, c'est qu'on a encore envie d'être un petit peu dans le passé. On n'a pas tellement envie d'être dans l'avenir.
Je pourrais aussi donner une autre astuce qui pourrait être juste, toujours dans l'esprit des deux oppositions. Je suis nulle, je suis pas belle, de toute façon, j'y arriverai pas. Ok, très bien, on les note. Enfin, je me les note si je m'appelle Jacqueline. Eh bien, à l'opposé, il y a quoi? Est-ce que je suis vraiment nulle? Qu'est-ce que j'ai réussi? Qu'est-ce que j'arrive à faire? Si je suis encore ici, je tiens debout, et que mon entreprise, elle tourne, c'est que j'ai réussi certaines choses. Ok, donc je ne suis pas si nulle que ça. Je ne vais pas y arriver. Qu'est-ce que j'ai atteint comme objectif, et ainsi de suite. Essayez de se forcer un tout petit peu à trouver les opposés de ces éléments-là. Le cerveau, quand on lui oppose du négatif et du positif, on a quand même de la chance, c'est qu'en fait, c'est le positif qu'il va regarder. Donc, il n'y a plus qu'à y aller. Hein. Et c'est vrai que dans les souvenirs, Oui. on se souvient plus du positif que du négatif. Prenons l'exemple, on est toute maman sur le plateau, mais lors d'un accouchement, on a quand même très mal, etc. Mais Oui. ce qu'on se souvient, c'est d'avoir tenu notre bébé dans les bras, d'avoir fait un câlin, etc. Et finalement, la douleur, on l'oublie. Oui. Ce qui nous permet d'en faire plusieurs, parce que sinon, je pense qu'on s'arrêterait à un. Mais Absolument, donc, vraiment, c'est essentiel. Quand le cerveau côtoie le négatif et le positif, c'est le positif qui est retenu. Donc c'est à nous de le provoquer, ce positif. Il n'y a pas de recette miracle en réalité. Tout est dans le passage à l'action, dans la discipline, la persévérance et puis une meilleure connaissance de soi. eh bien, super. En tout cas, c'était passionnant. Merci. Merci beaucoup, Amina. Alors, c'est pas fini, bien évidemment. On va retrouver notre capsule du jour et vous allez découvrir le docteur Cortex. On revient juste après. Bonjour à toutes et à tous. Je suis tellement excité. Je me présente, je suis le docteur Cortex et je suis venu aujourd'hui vous présenter une recette que j'ai découverte qui permet de reprogrammer le cerveau et de dévoiler le potentiel caché de l'esprit humain. Avec cette recette, plus de neurosciences, plus de besoin de neuroplastie. Je vais révolutionner le monde. Grâce à moi, existe le syndrome de l'imposteur. Chaque humain aura bien plus confiance en lui et en ses compétences et sera à même de continuer à s'améliorer sans peur. Une vraie révolution vous attend. Venez, suivez-moi, je vous dévoile tout ça tout de suite. Pour concocter cette potion ultime, vous aurez besoin de pensées positives. Surtout, n'oubliez pas, plus c'est positif, mieux c'est. Ajoutez une cuillère à soupe ou une louche de rire. C'est la meilleure médecine pour le cerveau. Riez comme si personne ne vous entendait, même pas dans votre laboratoire secret. Ensuite, une dose massive de curiosité. Laissez votre esprit explorer tout ce qui se trouve sur votre chemin, comme un scientifique intrépide dans un océan déchaîné. Bien sûr, le dernier ingrédient, et pas des moindres, un zeste de folie. Parce que, soyons honnêtes, un cerveau sérieux, c'est un cerveau ennuyeux. Maintenant, le moment est venu de mélanger ces ingrédients pour concocter cette solution neuronale. Et préparez-vous pour une expérience qui va remuer vos synapses.
Une fois bien mélangé, appliquez délicatement la mixture sur votre cerveau. D'ailleurs, pour cela, j'ai demandé à ce jeune homme d'être mon cobaye. Imaginez que vous créez une œuvre d'art culinaire. Mais pour votre esprit. Tadam! Regardez ce résultat étonnant. Avant, cette personne était stressée comme un électron coincé dans un fil. Et maintenant, elle rayonne de créativité. Exit sa peur de ne pas réussir. Elle trouvera systématiquement des solutions innovantes à ses problèmes. Merci d'avoir suivi cette aventure neuronale avec moi. Essayez la recette magique chez vous et dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Restez à l'écoute et likez et abonnez-vous aux chaînes de la TV Lyon et de la Tribu Digitale pour pouvoir me suivre dans mes prochaines vidéos sur l'année 2024 et les suivantes. Peut-être que j'ouvrirai un restaurant cérébral où chaque plat sera conçu pour élever votre esprit à de nouvelles hauteurs si jamais vous n'y arrivez pas chez vous. Mais je ne doute pas de vos compétences professionnelles et entrepreneuriales. Alors, réalisez ma recette magique et vous irez dévorer le monde. À la prochaine, mes brillants amis. J'ai hâte de découvrir en chacun d'entre vous le pouvoir de ma recette. Reprogrammez votre cerveau et dépassez vos croyances limitantes dans le monde professionnel et entrepreneurial. À bientôt. Eh bien, voilà, en fait, Monsieur Cortex avec sa recette. Tu en penses quoi, Amina, de cette magnifique recette magique? Mais j'adore parce que parmi les petits ingrédients que j'ai cités tout à l'heure, j'ai oublié de mentionner la joie qui est mon émotion favorite. L'émotion est essentielle aussi. Donc il y a de la joie, il y a de la légèreté. Et oui, les ingrédients sont parfaits. Il suffit effectivement d'y aller, de mettre en place un petit programme et puis c'est la réussite au bout. Et bien justement, pour finir en légèreté, Isabelle, je te laisse le mot de la fin avec Merci. les conseils. Alors, je vais essayer d'être bref parce que, pour être honnête, moi, ça fait 20 ans que je baigne avec les neurosciences et je pourrais également en parler pendant des heures. J'ai enseigné pendant plus de 15 ans, donc forcément, avec le monde de l'éducation, les neurosciences, on en parle tout le temps, voilà, pour comprendre le cerveau, pour mieux apprendre, mieux mémoriser, pour retrouver de la joie, etc. Quand il y a des difficultés aussi d'apprentissage, les neurosciences sont aussi très, très, très utiles. Ensuite, j'ai continué les neurosciences quand je suis devenue maman, parce que comprendre le cerveau de notre enfant, de notre bébé, c'est le meilleur guide, et aussi comprendre notre cerveau de maman, parce qu'il évolue également. Et puis, depuis que je suis devenue entrepreneur, c'est vrai que j'ai découvert un nouveau champ d'application des neurosciences et je continue à me passionner. Donc là, j'ai identifié, on va dire, 4 situations que je trouve vraiment très, très, très utiles quand on est entrepreneur. Donc la première, c'est par rapport à la prise de décision. On sait que les neurosciences, ça nous permet de comprendre comment fonctionne notre cerveau et notamment comment il prend des décisions. Souvent, quand on veut prendre une décision, alors on a plusieurs émotions qui peuvent ressortir, l'excitation, l'enthousiasme, la peur d'être bloqué. Et parfois, on peut être, c'est mon cas, parfois j'ai tendance à vouloir aller à fond tout de suite, parce que maintenant je le sais. Et donc, ça me permet de prendre des mesures en conséquence, mais le cerveau, il va être aussi stimulé par l'effet de j'aurai une récompense, on va agir parce qu'on attend la récompense, on va agir parce qu'on a la peur de manquer. Ça, j'en parlerai tout à l'heure, mais en marketing, elle est tellement, tellement utilisée. Je vais faire une situation parce que j'ai peur que plus tard,
Je n'ai pas d'autre opportunité de le faire, je vais le rater, etc. Donc, une fois qu'on a compris certains mécanismes, et notamment ce qui s'applique à notre cerveau, eh ben, ça nous permet en tant qu'entrepreneur de prendre des décisions plus sages, plus éclairées. Et dans mon cas, maintenant, je sais que je ne prends jamais une décision le jour même, que je m'oblige à y revenir 2 ou 3 jours après. Laisser décanter. Voilà, oui. Parce que je sais que mon cerveau, j'ai la peur de manquer. Donc, je le sais, ça m'aide en tant qu'entrepreneur. La deuxième situation que j'ai identifiée et qui est essentielle, parce que quand on est entrepreneur, quoi qu'on en dise, on a du stress. Alors en plus, si on est femme entrepreneur, on peut rajouter aussi un autre stress, voir la famille, etc. Et de même, en fait, les neurosciences nous permettent de comprendre en fait, des mécanismes neurologiques. Et si on identifie ces mécanismes, on va pouvoir mieux gérer le stress et notamment ce qu'on appelle la surcharge cognitive. Parce que souvent, le stress est souvent lié parce qu'on a trop d'informations à gérer. Notre cerveau, à un moment donné, il se dit « stop ». Et donc, quand j'ai identifié ces biais cognitifs, eh bien, je vais pouvoir mettre en application certaines recettes. Donc, certaines vont mieux fonctionner que d'autres. Donc là, on peut déjà faire des pauses, mettre son cerveau en pause parce qu'on sait que inévitablement, ça va nous aider. D'autres peuvent pratiquer la méditation, aller se balader en nature, parce qu'on sait aussi que notre cerveau est réceptif dans un environnement naturel. Enfin, c'est prouvé, c'est étudié. Encore une fois, si on se baladait avec des petites électrodes en permanence, on pourrait très très bien voir ce qui fait du bien à notre cerveau. Et donc, quand on arrive à gérer ça, forcément, on trouve un meilleur équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle quand on est entrepreneur. Ma troisième situation que j'ai identifiée, et je l'ai énormément travaillé cette année, donc là, c'est quand on connaît aussi comment fonctionne le cerveau, on peut être plus productif et plus créatif. Parce que on sait que les neurosciences apportent énormément d'informations sur comment le cerveau va apprendre, comment il va agir, comment il va en termes de productivité et de créativité. Et on sait qu'il y a des environnements qui vont être plus favorables que d'autres à la productivité et la créativité. Donc ça peut être des environnements liés par exemple à des sons, à des images, qui peut être aussi des méthodes. Là par exemple, on en parle beaucoup de plus en plus, c'est la méthode Pomodoro où on fait des pauses, on est en mode très intensif pendant 20 minutes, on fait une pause de 5 minutes, etc. Et donc, quand on a pu identifier ces informations, forcément, on va pouvoir accroître ses performances, mais aussi mettre plus de joie. Moi aussi, c'est un mot que j'utilise beaucoup, parce que quand on est en joie, en général, on devient aussi plus créatif. Donc ça, c'est intéressant, parce que même si vous allez sur YouTube, maintenant, vous allez pouvoir trouver des playlists pour être plus productive et qui utilisent justement des sons qui vont stimuler aussi la créativité via l'activité cérébrale. Et la dernière, parce que quand même j'étais obligée d'en parler, c'est quand on parle de neurosciences, donc il y a même un terme qui a été créé par rapport à ça, c'est le neuromarketing. Oui. Et on va pouvoir, si on connaît encore une fois tous les biais cognitifs, savoir comment le client va acheter, comment il va décider, quelle émotion il va avoir. Donc il y a plein d'expériences en fait qui sont réalisées pour permettre justement d'avoir des choix. Quand on hésite entre 2 packaging, on va faire un test, ce qu'on appelle le test de réaction émotionnelle, et qui va permettre de voir, tel packaging, selon la couleur, comment est placé, les écritures, va être plus efficace et va attirer plus d'émotions de la part du consommateur. Donc forcément, ça va nous aider à choisir le packaging qui donne le plus d'émotions et l'envie d'acheter surtout. On le retrouve également, tout à l'heure tu parlais de sites web, qu'on n'a pas le choix quand on est dans le digital aujourd'hui. Pareil, dans le site web, on sait que notre cerveau a une manière de lire une information, et donc forcément les informations dans le site web vont être placées stratégiquement pour en faciliter la lecture pour le cerveau. Et alors là, je vais reprendre mes notes parce que j'avais noté, j'avais trouvé ça intéressant comme information. En moyenne, en fait, notre cerveau, il prend entre 5000 et 6000 décisions par jour.
Donc c'est juste hallucinant. Et ça représente 20% de notre consommation énergétique dans la journée. Donc forcément, le cerveau, il a envie de se mettre en mode automatique pour économiser et garder son énergie. Donc ça veut dire que si on l'applique au marketing, entre 70% et 90% des décisions d'achat, elles sont irrationnelles, elles sont automatiques. Donc quand vous connaissez comment fonctionne le cerveau et comment il fonctionne en automatique, forcément, vous pourrez faire des économies, faire peut-être. Des meilleures décisions, des meilleurs produits, des meilleures offres marketing qui vont plaire et fonctionnement vous aider à exploiter votre potentiel d'entrepreneur. Donc voilà les 4 situations que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Et puisque la tradition s'est terminée par une petite citation, alors j'ai cherché, alors j'ai été déçue, j'ai pas trouvé de citation qui m'a plu, alors j'en ai créé une. Voilà, je me suis permise pour la nouvelle année, voilà, c'est ça. La je citation me permets. d'Isabelle. Et donc j'avais envie de dire finalement que pour moi, puis je vous dis comme ça fait 20 ans que je baigne dedans, que pour moi la compréhension du cerveau humain est la clé pour déverrouiller notre plein potentiel entrepreneurial et voilà, par extension, notre plein potentiel de maman, notre plein potentiel de créatif, de femmes, tout simplement, voilà, et tout même simplement, d'hommes mais pour ceux qui l'utiliseraient aussi. Mais c'est ça. Il peut nous déverrouiller, une fois qu'on a compris comment fonctionne notre cerveau, on peut déverrouiller notre potentiel. Merci beaucoup en tout cas pour cette rubrique conseil, et je pense qu'il y a eu des choses peut-être sur lesquelles tu t'es retrouvée, Amina. Oui, absolument, oui, complètement, absolument. Alors, je n'utilise le neuromarketing. J'ai eu des chapitres, j'ai reçu des chapitres d'enseignement. Je ne l'ai pas encore mis en place, effectivement. Mais je pense que je vais franchir le pas. C'est assez fluide, hein. Oui. Assez fluide. Ouais. Et puis ça met aussi beaucoup d'éthique finalement, parce que grâce à ça, on peut aussi utiliser puis proposer au consommateur ce qu'il est aussi en recherche. Absolument, ce qui est aligné avec ses besoins. Si on l'utilise de manière éthique, c'est très très puissant pour Bien à la sûr. fois l'entrepreneur et le client. Tout à fait, oui. Très intéressant, super. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous deux. On Merci arrive à pour la l'invitation. fin de notre voyage à travers les neurosciences dans le monde de l'entrepreneuriat. Un sujet vraiment passionnant, on pourrait y passer des heures. Pas facile d'ailleurs d'identifier ces mécanismes complexes, et puis surtout, comme tu disais, comme le cerveau a ses habitudes et ne veut pas trop réfléchir, ça veut dire qu'il faut aussi réussir à casser les habitudes pour en créer de nouvelles. Absolument. Ça prend un peu de temps, je crois. 30 jours. C'est ce que j'avais lu. J'avais lu 3 semaines, un mois 30 jours, logiquement. pour réussir. Peut-être pas, non. Alors, après, c'est selon les personnes, forcément. Hein, mais... si vous permettez, ça faisait partie des petites notes que j'avais mises. Alors, on dit souvent 3 semaines pour l'effet levier, pour y aller. Mais en réalité, pour qu'elle soit complètement installée, la nouvelle habitude, c'est plutôt 3 mois, vraiment. Mais l'effet levier, effectivement, vaut mieux dire 3 semaines pour que le cerveau soit complètement prêt. Et de toute façon, au bout de 3 semaines, il ne va pas l'arrêter. Il va se dire, je l'ai déjà fait pendant 3 semaines, c'est dommage quand même de m'arrêter maintenant. Oui. Mais en réalité, la pleine action, la pleine habitude est entrée au bout de 3 mois. Et en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Parce que c'est vrai qu'en prenant conscience de tout cela, on peut changer notre environnement, on peut changer les actions que l'on va mettre en place, et on peut devenir beaucoup plus actif et surtout atteindre nos objectifs. On en a toutes et tous, personnels, professionnels, peu importe. Absolument. Mais c'est vrai que, comme tu le disais tout à l'heure, le seul moyen d'y arriver, c'est de se mettre en action. Tout à fait. Alors, c'est la fin de notre émission, comme je le disais. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker sous l'émission ou même à nous envoyer un mail à émission@la-tribu-digital.fr si vous avez des questions, si vous souhaitez en savoir plus ou tout simplement prendre contact par exemple avec Amina pour avoir plus d'informations sur les neurosciences. On sera ravis de pouvoir en fait vous répondre. Et dans tous les cas, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission sur un nouveau thème et une nouvelle invitée. À très vite!